Eh bien, écoute, bonjour Louis Gaillot, je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau podcast de la méthode, diffusé sur le podcast d'Anomia, où on peut retrouver également le podcast Advocate et le podcast Objectif Client. Ce podcast, il me fait vraiment plaisir pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est moi qui t'ai recruté et tu étais un ancien salarié de chez Anomia. Et la deuxième raison, c'est qu'on est maintenant associé avec Jérôme Uturi sur une société que tu as créée qui s'appelle Ourama. Et donc, pour ces deux raisons, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour Louis Gaillot. Bonjour Val, ça me fait trop plaisir d'être avec toi, tu sais bien de toute manière. Je savais qu'un jour on allait se faire ce petit épisode, on allait en parler et c'est une belle occasion. Je te remercie de m'inviter à parler avec toi. Eh ben, avec grand plaisir. Mon objectif, c'est que les auditeurs de ce podcast puissent te découvrir concrètement avant de créer Ourama. Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben écoute, j'ai un parcours qui est assez classique, donc toi tu le connais mais vous ne le connaissez pas forcément. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait des petits projets entrepreneuriaux au fur et à mesure de mon parcours. J'ai monté une première entreprise avec des amis qui était de la mise en relation de personnes pour créer de la vidéo, donc mettre en relation des personnes qui font des montages vidéo avec des entreprises. Ce qui n'a pas beaucoup fonctionné, qui m'a permis néanmoins d'obtenir des premiers clients, moi, en matière de montage vidéo, et donc de me lancer en tant que freelance en création de vidéos, ce que je faisais en parallèle de CDI. J'avais au fur et à mesure que je sortais de mon école. Et à un moment, j'ai voulu monter sur Paris avec ma chère et tendre, et donc j'ai cherché un peu ce qu'il y avait en matière de recrutement dans des postes de responsable marketing, et je suis tombé sur Anomia. Moi, j'avais fait une licence de droit, donc ça me touchait un petit peu. Ma copine était en voie pour devenir avocate. J'avais envie, et puis je suis tombé sur une vidéo où Jérôme discutait dans une vidéo Welcome to the Jungle, parce que c'est comme ça que je vous avais trouvé. Jérôme qui disait nous, on va ouvrir l'objectif, c'est de trouver des gars qui sont dynamiques, qui ont envie de réussir, qui ont envie de mettre en place plein de choses. Et si ça se passe bien, on montera des boîtes ensemble. Ça a parfaitement fonctionné sur moi. J'ai tout de suite postulé. Ça a super bien matché avec lui lorsqu'on s'est eu au téléphone. Et puis ensuite, je vous ai rejoint. Je t'ai découvert toi. J'ai trouvé que ton parcours était fou. Et puis au fur et à mesure qu'on a bossé ensemble, je suis venu vers vous. Moi, j'ai fait tout ce qui était marketing au sein d'Anomia. Donc je m'occupais de continuer ce que vous aviez déjà mis en place, gérer le podcast, trouver des nouvelles méthodes de communication, développer tout ce que vous mettiez déjà sur le site internet, créer des articles, tout ce qui peut aider Anomia à grandir en matière de notoriété et de développement, et donc apporter des opportunités à l'équipe commerciale qui était aujourd'hui, qui était toi à l'époque et Valentin derrière pour ceux qui s'en rappellent. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à proposer mon aide sur d'autres trucs, donc notamment de la formation, parce que vous faisiez déjà, on lançait le réseau Anomia à cette époque-là quand je suis arrivé. C'était pendant la période où vous avez été racheté par Xelia. Et donc il y avait cette nouvelle offre qui était en train d'être créée, où vous avez proposé un panel de formation qui était beaucoup plus important. Et donc notamment, moi j'ai proposé mon aide pour faire des formations en marketing, parce que ça me plaisait, c'était mon truc. Moi j'adore ça, je suis féru, je suis tout le temps en train de me former sur tout ce qui sort, sur ce que je peux améliorer pour moi en tant que personne, même pour les clients qu'on accompagnait. Et donc j'ai commencé à faire ces formations et je me suis rendu compte qu'en matière de marketing, il y avait un vrai gap entre ce que faisaient les boîtes tradies, même les startups et les cabinets d'avocats. Moi, j'ai toujours fait de la création de contenu, de la création de sites internet, et donc je savais que vous aviez pour ambition d'essayer de proposer d'autres services aux cabinets d'avocats, et je suis venu vers vous et je vous ai proposé de créer une boîte, une agence dans la création de sites internet et dans le développement marketing, vraiment dans l'action, plutôt que simplement dans le conseil, ce qui était Anomia à l'époque. Et donc, aujourd'hui, Ourama, on commence à être de plus en plus nombreux. Là, on est 3 actuellement, plus vous deux, qui m'a apporté conseil et qui m'a apporté beaucoup en matière de développement de la boîte. Et donc voilà, ça se passe bien. Mais c'est ça qui est fou. On reviendra après sur un peu ce que tu as fait chez Anomia, parce que tu passes bien trop vite dessus et tu es bien trop humble.
Mais la boîte a été créée, si je ne me trompe pas, ça tarde pas, en août 2023, et vous êtes Exactement. déjà 3 opérationnels au sein de l'activité. Je précise que c'est une boîte qui est bootstrappée, donc il n'y a pas d'argent qui a été mis dans l'entreprise, il n'y a pas d'actionnaire financier, il n'y a pas de dette bancaire, donc la croissance de ton activité se fait exclusivement grâce aux clients que tu peux avoir au sein de ton activité. Et ça, c'est ultra important de le dire. Donc, tu nous expliqueras un petit peu comment tu as fait au départ. Mais j'aimerais bien revenir surtout sur ton arrivée chez Anomia, parce que oui, tu as raison. Tu as continué ce qui avait déjà été mis en place, mais tu l'as développé de façon importante et surtout, tu l'as professionnalisé. À l'époque, quand tu arrives en septembre 22, on n'est pas du tout aussi professionnel que ce qu'on est aujourd'hui. On n'a pas de tableau de bord de suivi, ce que tu mets en place, et on n'a pas d'acquisition qui soit récurrente et qui permette de générer le nombre de leads que toi tu permets de générer. Donc j'aimerais bien que tu reviennes sur ces 2 points. Qu'est-ce que tu fais en arrivant ? Je crois que me souvenir que tu mets en place un audit global sur le marketing et la notoriété. 2, pourquoi et comment est-ce que tu mets un dashboard au sein de l'activité, surtout à quoi ça sert. Et 3, comment est-ce que tu fais pour assurer un niveau de lead un niveau de prospect, qui soit lisse et qui permet d'être lissé à hauteur de 500 leads, 500 prospects mensuels. En fait, c'est simple, dans un sens, tu as un peu expliqué le cheminement par tes propos, mais quand on arrive dans une boîte comme ça et qu'on est un petit peu CMO ou responsable marketing, la première chose à faire, ça va être un peu de regarder ce qu'il y a en matière d'existant, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Concrètement, ce qui fonctionnait parfaitement chez Anomia à l'époque, c'était que tu avais une très grosse notoriété. Tu avais un compte LinkedIn qui était extrêmement suivi, les gens écoutaient vachement les podcasts, et donc il y avait des vraies forces à ce niveau-là. Donc l'idée, c'était d'essayer de ne pas tenir que de ce compte-là, parce que dès lors que, et ça vaut pour un cabinet d'avocats, c'est dès lors qu'on met toutes ses œuvres dans le même panier, à tout moment, le jour où il y en a un qui tombe, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Et si par exemple LinkedIn changeait l'algo, ou alors, je sais pas, on supprimait ton compte, ou tout simplement les gens en avaient marre des podcasts, eh bien, terminado, quoi. On n'avait plus personne qui rentrait dans le cercle. Et donc, Anomia restait une boîte qui n'était pas non plus énorme. On était quand même environ une dizaine de collaborateurs, donc il y avait quand même pas mal de flux, mais ce n'était pas non plus une énorme boîte. Donc, très rapidement, on peut savoir quelles actions apportent combien de prospects arrivent dans le pipe et sont envoyés aux commerciaux. Donc finalement, quand tu fais ton audit, dans un premier temps, c'est t'identifies les vecteurs de notoriété qui fonctionnent. Exactement. De ce que tu dis, le podcast ainsi que mon profil LinkedIn, tu les isoles et tu regardes le reste pour être en capacité de pallier les difficultés au cas où on aurait un de ces 2 actifs qui tombe. C'est clair. La première chose que vraiment j'ai mis en place, et ça, c'est ce que ne comprennent pas forcément les avocats lorsque on leur explique notamment l'intérêt d'un site internet, c'est que ce que j'ai vu, c'est qu'Anomia avait beaucoup de trafic qui arrivait sur son site. Donc du trafic, c'est un nombre de visiteurs mensuels qui vient sur le site internet. Visiteurs qui venaient à l'intérieur et qui regardaient ce que vous faisiez à l'intérieur de ce site, donc grâce au podcast, grâce aux différents articles que vous écriviez, etc. Lorsque je suis arrivé, en plus, c'était un peu la guerre du chat GPT, etc. Donc tout le monde se mettait un peu à écrire un peu tout et n'importe quoi sur le SEO et ce genre de choses, enfin peu importe. Moi, l'idée, c'était d'utiliser cette plateforme qui était le site internet où il y avait énormément de trafic pour apporter à l'intérieur ce qu'on appelle des lead magnets, ou alors tout simplement des endroits où on va essayer d'attraper les données des clients ou des personnes, enfin des données des clients, pardon, des données des personnes, des visiteurs, pour essayer de les transformer par la suite en clients. Et donc j'explique juste ce qu'est un lead magnet. Ouais. Un lead magnet, la traduction française littérale, c'est un aimant à prospect. L'objectif, c'est de pouvoir faire miroiter un contenu, que ce soit un article, que ce soit un document PDF, que ce soit une présentation PowerPoint, que ce soit une vidéo ou quoi que ce soit, mais c'est de mettre en place un formulaire pour que le document ne soit pas, entre guillemets, gratuit et consommable librement, mais que le visiteur ait l'obligation de pouvoir laisser ses coordonnées, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail, et il aura ensuite accès au contenu.
Donc, en faisant ça, vous identifiez quels sont, les visiteurs qui viennent sur votre site internet et qui sont intéressés par vos contenus, et 2, ça vous permet derrière de les recontacter dans une démarche commerciale. Exactement. Donc, c'est ça la force d'un site internet. Pourquoi on a fait ça? Parce que déjà, c'était un cabinet de conseil pour les cabinets d'avocats, donc déjà la cible était bien déterminée. Et en plus de ça, on était un acteur où on avait besoin de développer de la confiance pour finalement que ces personnes nous laissent leurs coordonnées ou alors acceptent déjà ne serait-ce que de donner leurs coordonnées ou ensuite deviennent clients avec nous. Donc, on aurait pu mettre en place, je sais pas, des stratégies SEO, etc. Mais ici, ça avait peu d'impact parce qu'en fait, donc SEO, qu'est-ce que c'est? C'est du référencement naturel, c'est-à-dire le fait que par exemple, écrire une requête sur Google et de retrouver, par exemple, Anomia via des articles sur certaines questions que peuvent se poser les avocats. En l'occurrence, les avocats ne se posaient pas trop de questions, ou du moins ne posaient pas trop de questions sur Internet par rapport à des problématiques précises. Il y a très peu d'avocats qui mettent comment développer ma clientèle en tant qu'avocat et espèrent trouver des réponses sur Internet. Ils ont plus tendance, je pense, à demander à leurs confrères ou ce genre de choses. En tout cas, les requêtes en ce sens sont très faibles. Et donc, il fallait continuer ce que vous mettiez en place, et c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que vous créiez de la confiance grâce au contenu que vous produisiez. L'idée, c'était de démultiplier un peu les efforts qui étaient mis en place pour professionnaliser la chose. Alors, par exemple, on déclinait beaucoup les contenus en vidéo, on essayait d'écrire de plus en plus d'articles sur des sujets de plus en plus précis, essayer même de donner des clés, donner des outils, etc. aux avocats pour qu'ils puissent s'armer déjà à titre gratuit, puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, prendre contact avec nous. Moi, je pense que c'est une stratégie qui fonctionne très bien, ne serait-ce que pour les cabinets, lorsqu'ils veulent chercher à développer de la confiance forte avec des prospects qui ont besoin de s'armer de confiance, de s'assurer que ces personnes sont capables de les accompagner. Et donc, au fur et à mesure, l'idée, c'était de lisser un peu ce nombre de prospects qui prennent contact avec toi, que ce soit plus seulement Valentin à communiquer sur un contenu, tout le monde est intéressé, puis ensuite il ne se passe plus rien pendant 2 semaines tant qu'on ne lance pas la machine. Au bout d'un moment aussi, on ne peut pas inventer des besoins qui n'existent pas. On avait quand même parlé d'un paquet de sujets. Et donc il fallait essayer de démultiplier ce nombre de personnes qui prennent contact avec nous, quoi. Oui, c'est ce que tu as réussi à faire et qui était assez fort, et j'admets, hein, moi j'en étais pas capable, techniquement, par manque de temps et peut-être avec quelques problèmes d'ego aussi, ça je sais pas, c'est de faire passer la marque de l'entreprise au-dessus de la marque des fondateurs. Et toi, ça a été un travail que tu as mené pendant 1 an ici, et le travail fonctionne très très bien, parce que avant, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, on connaissait beaucoup plus Valentin Tonti-Bernard. Aujourd'hui, je pense que la tendance s'inverse et que les gens connaissent beaucoup plus Anomia que moi. Et ça, c'est ton travail. Et donc, c'est une vraie réussite, et on le voit aussi dans les cabinets d'avocats, c'est un vrai sujet. De sortir du nom de maître X, maître Y, maître Z, pour passer au nom de la structure. Pour qu'on arrête de connaître nommément, ou qu'on vienne nommément d'une structure pour, je sais pas, moi je vais donner des noms, mais même pas donner de nom en fait, mais pourquoi on irait chez Gide, et pourquoi on va pas chez maître machin ou maître truc. Donc c'est faire passer la marque de l'entreprise ou du cabinet d'avocats au-dessus de la marque des gens qui la composent. C'est clair, et puis on voit la panique des câbles dès lors que le baron du cabinet en question s'en va. On comprend qu'il y a un vrai sujet de communication, il commence à s'intéresser au marketing à partir de là, alors que ce sujet-là, il doit être vu des années en amont, surtout quand toi, ça faisait 3 ans. Donc t'imagines déjà, ça a pris des mois pour qu'on arrive à se défaire de l'image seulement Valentin. Donc pour un cabinet qui joue que sur 2-3 personnes du CAB et qui, du jour au lendemain, peuvent partir en plus assez facilement avec leur clientèle, etc. C'est un vrai sujet, c'est un vrai travail de marketing qui doit être mis en place par le cabinet. Et là-dessus, ils ont besoin d'être accompagnés. Ça, c'est clair. Donc, on a parlé un petit peu de l'audit que tu avais mis en place. On a dévié aussi sur les actions que tu avais pu mettre en place pour que en fait, la marque Anomia devienne plus forte que nos marques personnelles à Jérôme et à moi. Moi, j'aimerais bien parler un peu des tableaux de bord, parce que pour moi, ça a été vraiment un axe extrêmement important de mettre en place de la méthode pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passait et notamment l'analyser. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce qu'est un tableau de bord, comment ça se construit et concrètement à quoi ça sert et comment s'en servir? Alors souvent ça fait peur en plus, quand on parle de ça à des câbles ou alors à des personnes en règle générale qui font pas de marketing, c'est toujours un petit peu flippant de dire bon, je vais jamais les regarder ces trucs-là.
Alors qu'en fait, l'idée, elle est simple, c'est de savoir d'où viennent ces personnes, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont devenus clients avec nous et est-ce que ces personnes redeviennent clients avec nous. Donc, c'est en gros s'intéresser aux prospects, aux clients et aux clients fidèles du cabinet. Exactement, essayer de savoir et essayer de comprendre pourquoi ces gens-là s'inscrivent dans votre entreprise, etc. Et donc pour ça, c'était très simple. Enfin, c'était pas très simple, mais disons que maintenant que je prends du recul, ça me paraît simple. Effectivement, il y a eu du travail qui a été mis en place. Mais là, en l'occurrence, on était sur des avocats où on savait sur quoi aller chercher. L'idée, elle était simple, c'était savoir pourquoi les gens téléchargeaient, par exemple, un contenu, étaient capables de nous donner leurs adresses, d'où est-ce qu'ils téléchargeaient, est-ce que ça venait du site internet, est-ce que ça venait d'un post LinkedIn, est-ce que ça venait d'une newsletter, est-ce que ça venait d'une pop-up sur le site web. Et l'idée, c'est de traquer un petit peu d'où viennent toutes ces personnes pour en fait savoir où mettre des efforts, qu'est-ce qui fonctionne pas, et en fait avoir des actions qui sont claires et logiques à mettre en place, et qu'on arrête de faire du marketing un peu random où on ne sait pas du tout ce qu'on met en place et on verra bien, on tente une action. Alors ça n'empêche pas de le faire quand on teste de nouvelles choses, mais c'est bien de lisser un petit peu, de savoir où sont nos forces, et alors deux choix, soit on pousse les forces et on essaye d'avoir souvent quand on a besoin de vite générer du chiffre d'affaires, ça va être l'idée de jouer sur, par exemple, pour l'envoyer du post LinkedIn à fond, en l'occurrence pour Anomia, ça aurait pu être une méthode pour vite avoir du lead et donc générer rapidement du chiffre d'affaires, où est-ce qu'on essaye justement de réduire le risque en allant ouvrir des nouveaux canaux, s'assurer que ces canaux fonctionnent bien, etc. Et donc, en termes de dashboard, un petit peu, un tableau de bord. Un tableau de bord. Je suis très angliciste. Ouais, c'est pour ça que je te reprends à chaque fois. En termes de tableau de bord, l'idée elle était simple, c'était savoir d'où les personnes venaient, qu'est-ce qu'ils téléchargeaient, à partir de combien de choses, à partir de combien de contenus téléchargés ou alors de visites ces personnes prenaient contact avec nous. C'était aussi un travail qui était fait alors aussi bien en amont d'aller récupérer ces données, par exemple le nombre de téléchargements, il suffit de traquer un petit peu et d'intégrer ça dans l'outil de gestion de clients de l'entreprise, mais aussi un travail des commerciaux, de faire remonter l'info lorsque parfois on a des appels, on ne sait pas d'où ils viennent, et l'idée c'est de savoir d'où est-ce que ces personnes viennent et de faire remonter l'info pour que ensuite nous on puisse mettre en place des actions, et non pas des actions simplement pour faire briller la marque et la notoriété du cabinet de conseil, mais vraiment d'apporter le plus d'infos pour ces commerciaux justement, pour qu'ils facilitent ce travail-là. Ça leur facilite le fait de, lorsqu'ils ont un prospect au téléphone, de savoir qu'ils ont fait une recherche sur un sujet particulier sur le site web d'Anomia, qu'ils ont téléchargé ce contenu autour des sites internet. Ça veut dire qu'ils ont peut-être un problème en matière de marketing. Est-ce qu'ils ont participé à un webinaire qu'on aurait organisé sur un sujet spécifique? Et en fait, le commercial, il arrive avec un bagage d'informations assez important pour que derrière, il soit bien plus pertinent que simplement dire bonjour, c'est quoi votre problème. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que ces personnes elles ont quelqu'un au téléphone, elles puissent leur proposer, elles puissent au moins être bien plus pertinent que ce qu'il aurait pu être avant, et donc peut-être générer moins de leads, peu importe, mais générer des leads qui sont encore plus qualifiés. Quand je dis des leads qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui sont beaucoup plus intéressées qu'on ne le pense, et savoir en fait qu'en est-il. En règle générale, une personne par exemple qui a téléchargé un contenu, il peut s'avérer qu'elle n'était pas encore prête à travailler avec nous, et puis au fur et à mesure elle découvre nos contenus, on lui envoie des mails, on lui envoie des choses, et puis après elle reprend contact avec nous, et on se rend bien compte que les premiers rendez-vous ça fonctionnait pas toujours, mais le deuxième, une fois qu'ils avaient bien mûri leur problématique, ils étaient capables de devenir membre du réseau Anomia ou alors réaliser une mission de conseil à nos côtés, quoi. Carrément. Et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la même chose pour les cabinets d'avocats. C'est-à-dire que là, tu parles de commerciaux, tu parles de personnes travaillant en marketing. Et en réalité, dans un cabinet d'avocats, ça fonctionne de la même manière. Même si on n'a pas la fonction de commercial, dans certains cabinets d'avocats, on a la fonction de responsable marketing. Mais c'est chaque individu au sein de la structure qui va pouvoir faire ses efforts pour que finalement, on puisse avoir des prospects qualifiés qui nous contactent directement. Concrètement, si je reprends tes propos et que je les donne d'une autre manière,
tu avais construit un tableau de bord qui était divisé en 3 catégories. La première catégorie, elle était relative à ce que nous, on appelle en interne la communication et la notoriété. Donc là, on voyait concrètement, quel était le nombre de visiteurs mensuels qu'on pouvait avoir sur le site internet. 2, quelles étaient les interactions LinkedIn qu'il pouvait y avoir avec nos cibles, donc les avocats. 3, quels étaient les auditeurs, quels étaient le nombre d'auditeurs qui écoutaient le podcast de façon mensuelle. Et 4, on avait une rubrique sur quels étaient finalement les contenus qui fonctionnaient le plus dans le temps. Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir identifier si oui ou non on est toujours en phase, donc en phase de croissance. On a de plus en plus de gens qui viennent sur notre site internet, donc ça veut dire que notre marque grandit et que nos contenus grandissent et sont de plus en plus intéressants. Et si on a de plus en plus d'interactions sur LinkedIn, ça veut dire que concrètement nos contenus sont toujours de qualité et qu'ils intéressent toujours les avocats. Et les auditeurs, même chose, pour qu'on puisse se renouveler avec le podcast, qu'on puisse faire autre chose. Et par rapport au contenu qui a bien fonctionné, ça nous donne des tendances de marché. Si on sort par exemple un livre blanc sur la plaquette commerciale et qu'on se rend compte que personne ne le télécharge, qu'il n'y a aucune interaction sur ce sujet, c'est que finalement celui-ci n'intéresse pas les avocats ou qu'on a mal communiqué dessus ou que ça marche de la mauvaise manière. Au contraire, là où on verrait qu'un article, par exemple celui qui a été écrit par mon associé Jérôme Uturi sur la facturation au temps passé ou sur la spécialisation sont toujours les articles qui sont le plus consultés chez Anomia alors qu'ils ont été écrits il y a 2 ans et demi, on sait que c'est un sujet de tension forte. Et donc concrètement, la spécialisation, donc qui est liée au positionnement, pas une spécialisation juridique, est très importante et on doit travailler ce type de contenu. Même chose pour la facturation, on sait que c'est un sujet brûlant auprès des avocats et qu'il faut sortir beaucoup plus de contenu. Donc ça, c'était la première phase, si je ne me trompe pas, sur la communication et la notoriété. La deuxième phase, elle était relative à l'acquisition. C'est quel est le nombre de prospects qui nous a contactés ce mois-ci grâce au contenu qu'on a pu réaliser. Pas de nouveaux prospects, quel nombre de prospects. Donc concrètement, combien on a eu de téléchargements et combien est-ce qu'on a eu de rendez-vous grâce à la stratégie marketing qu'on a mis en place. Ça nous permettait de voir 2 choses. 1, est-ce que les contenus qu'on peut avoir sont toujours aussi pertinents et nous apportent toujours autant de leads? 2, par rapport au nombre de rendez-vous, est-ce que les contenus qui sont téléchargés par les avocats qui viennent sur notre site internet, est-ce que ces contenus-là nous permettent d'obtenir des rendez-vous? Et parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des rendez-vous et de convertir. Comme les avocats, c'est exactement la même chose. Et enfin, la dernière partie, il y avait plus de points sur l'acquisition, mais je vais passer, sinon je vais parler pendant 2 heures. Et la dernière partie, c'était relatif à la vente. C'était concrètement, grâce au rendez-vous qu'on a obtenu, au nombre de prospects qui ont téléchargé nos contenus, combien concrètement on a réussi à vendre de produits et quel chiffre d'affaires on a réalisé. Ça, finalement, ça nous permettait de comprendre, quel était notre coût d'acquisition client avec tout le travail qui a été fait en marketing, combien finalement ça nous avait coûté d'obtenir un client. 2, quels étaient les canaux de transformation de ces clients, ou quels étaient les contenus de transformation de ces clients. Si on se rendait compte par exemple que chaque avocat qui vient regarder un webinaire qui s'appelle comment passer à 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois lorsque l'on est avocat indépendant, ceux qui téléchargent ce contenu à 50% deviennent clients chez nous derrière, ça veut dire qu'en fait on a touché un vrai sujet et que ce sujet-là finalement va générer de la clientèle pour notre activité. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut le pousser et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc au moment où tu as mis en place ce tableau de bord, qui a été pour nous extrêmement pertinent, en fait on a pu fonctionner de façon mathématique avec notre activité. On avait des vraies informations, on avait des informations qui étaient transparentes, des informations qui étaient sûres, des informations qui étaient objectives, des informations qui étaient chiffrées, et on se basait plus seulement sur notre instinct, mais notre connaissance marché, mais aussi basée sur des chiffres. Et ce qui nous a permis vraiment de prendre un décollage encore plus important que ce qu'on avait au préalable, parce que derrière, on a pu orienter nos actions. C'est clair. Puis ça permet de se projeter. On se rend compte qu'on est en bas ou en haut de la vague. On se rend compte que là, il faut vraiment se bouger parce que ça va être un calme. En fait, quand vous avez justement ces tableaux de bord en amont, vous savez que dans quelques mois, potentiellement, il va y avoir, il y a de fortes chances de ce fait-là, beaucoup de clients ou peu. Et donc, est-ce qu'il faut
mettre un coup de fouet ou non, quoi. Exactement. Donc, avec, Donc, gérer vos ces, recrutements, etc., quoi. ouais, avec ces prévisions-là, en fait, on voit le chiffre d'affaires et le niveau de production qu'il va falloir fournir pour savoir si oui ou non il faut intensifier le marketing. Au contraire, il faut le diminuer. Bon, ça, il faut jamais le diminuer. Non, non, Ou mais si recruter, plutôt quoi. il faut recruter. Ouais, je suis totalement aligné. Tu bosses chez Anomia pendant à peu près 1 an. Et au bout d'1 an, tu viens nous voir en nous disant que tu veux te barrer pour créer ton agence de site internet à destination des cabinets. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Pourquoi déjà? C'était un peu le... Bon, déjà, je savais que vous aviez un petit peu cette idée-là dans On un l'a coin de toujours la eu, tête, ouais. que vous aviez toujours eu. Je me souviens une fois où j'avais parlé de cette idée et tu avais fait « Ah, si tu sais créer des sites internet, lance-toi, quoi ». Et du coup, je suis venu vous voir parce que déjà, j'avais un petit peu pour intention de vous en parler. De toute manière, je suis très transparent avec vous. On se côtoie tous les jours et donc j'ai pris le temps de venir vous voir pour en parler. Moi, j'étais freelance. C'était un peu mon activité avant. J'avais envie de passer le pas de créer une entreprise. Et donc, j'avais 2 choix. Soit je faisais ça tout seul dans mon coin avec mes connaissances actuelles et ça prenait son temps et il fallait que je développe une notoriété, etc. Et en plus de ça, eh bien, c'était peut-être un petit peu moins fun que d'être à plusieurs. Soit je revenais en contact, revenais vers vous et on essayait de faire ça ensemble. Et donc, j'en ai parlé avec vous tout de suite. Ça s'est plutôt bien fait. Tu peux nous raconter un petit peu les débuts, le lancement, comment ça se passe? Et du coup, ce que je fais, c'est que on lance ça à partir de août. Donc, j'en parle quand même à quelques clients. On était dans une phase où vous étiez en rachat avec Xelia. Xelia, vous avez déjà racheté. Donc, moi, j'étais aussi collaborateur chez Xelia. J'en discute aussi avec le directeur général de Xelia, qui est Cyril Boucher. Il est président. Il est président. Pardon. Henri, pardon, qui est directeur général. J'en parle avec Cyril, qui est président, et qui prend ça très bien, qui trouve même la dynamique intéressante, qui, dans un sens, aurait bien voulu me garder, mais bon, une fois qu'un de ses collaborateurs dit qu'il veut monter une boîte en règle générale, il a compris qu'il faut peut-être pas trop essayer de le garder parce qu'il a tout intérêt à le laisser vivre son aventure. Et donc, ils prennent ça très bien. Et donc, on lance la chose en août. Donc, il ne se passe rien en août, mais ce n'est pas grave. On commence à communiquer un petit peu avant l'été. On communique à partir de avant l'été. Et on commence vraiment à avoir une activité sérieuse à partir de septembre. Parce qu'en fait, la plupart des cabinets d'avocats étaient off tout le cours de l'été, ce qui me permet un peu de communiquer sur le fait qu'on se lance, de vraiment commencer à travailler avec quelques clients pour avoir quelques sites internet à montrer, parce que c'est la première chose que les gens vont vous demander quand vous créez des sites internet. Bon, montre-moi ce que tu sais faire avant de me présenter ton truc. Et à partir de septembre, on se lance. J'ai un petit peu de trésorerie qui me permet embaucher quelqu'un qui va m'accompagner sur le côté commercial et donc aller chercher des opportunités. Et moi, je m'occupe de l'aspect marketing, de la création des sites internet, etc. Et puis, écoute, en fait, on le savait, et de toute manière, on le voit lorsqu'on cherche sur Internet, qu'on regarde un petit peu la globalité des sites web des cabinets d'avocats. Il y a un gros besoin dans ce sens-là. Je sais qu'en plus de ça, les cabinets sont bondés de demandes de création de sites Internet parce qu'on n'est pas les seuls à proposer cette prestation. Néanmoins, on n'est pas nombreux à proposer une prestation que pour les cabinets d'avocats qui s'adaptent à leurs besoins, qui connaissent leurs problématiques et qui connaissent leurs contraintes en matière de déontologie. Et on est encore moins à proposer des sites qui, en plus de ça, sont hyper design, parce que pour moi, c'est un aspect qui est hyper important. Enfin, on parle d'avocat, on parle d'une profession quand on est petit, on dit c'est médecin ou avocat, donc il faut avoir quelque chose qui est quand même assez une profession qui est prestigieuse, donc il faut quand même être à l'image de tout ça. Et en plus, toi, tu as un avantage là-dessus, c'est que tu as bossé en tant que freelance pour l'industrie du luxe. Si je ne me trompe pas, tu as bossé pour LVMH. J'avais eu de la chance et puis j'avais poussé un peu cette chance. J'avais été contacté par... Alors avant de rejoindre Anomia, alors je faisais beaucoup de montage vidéo et de création de contenu et de création de sites internet. Et j'avais été contacté par une société qui s'appelait Marcolin et qui en fait était en relation avec toutes les marques de luxe en matière de lunetier. Et
en fait, le gars a fait une erreur avec qui je travaillais. C'était un jour, il en avait marre de transférer mes mails à l'équipe des marques de mode et moi, et ensuite de répondre, voilà, éviter toutes ces intermédiaires. Tous ces intermédiaires. Et un jour, en fait, les marques de mode, une fois qu'elles ont eu mon contact, elles m'ont contacté et elles m'ont dit bon, arrêtons de bosser, on a vu ce que vous faisiez et on va travailler directement avec vous. Moi, j'ai adoré faire ça, mais on est freelance, on est tout seul. C'est pas aussi fun que quand on travaille avec une équipe. Moi, ça m'a jamais intéressé d'être tout seul dans mon garage à faire des vidéos et créer des sites. Ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les gens, etc. Et donc, j'avais pas envie de repartir là-dessus. J'aurais très bien pu créer une petite machine à cash et faire mes 4-5 sites internet par mois et me mettre très bien tous les mois. Mais c'est pas le but de l'aventure. Le but, c'est de faire des choses bien. Le but, c'est vraiment de s'inscrire. Moi, j'avais compris que tous les avocats déjà avaient un vrai besoin, mais étaient mal accompagnés. C'était une vraie peine des fois aussi, hein, quand tu es avec des gens. Au début, on pense pas forcément au côté humain, mais en fait, quand tu accompagnes des gens sur un paquet de formation et que tu vois que dit ça y est, je sors mon site internet, Louis, qu'est-ce que tu en penses, et on te sort un truc qui n'a il est horrible, le truc est horrible et ils ont payé une fortune pour ça. Ça respecte pas les codes, mais ça va pas être performant, c'est n'importe quoi. Ça va pas être... Et en fait, c'est des gens qui jouent leur carrière parce qu'en fait, déjà, ils ont mis un paquet d'argent. Ils vont faire que ça. Et ça fait 7 ans qu'ils bossent pour devenir avocat. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils ont 10 ans de barreau. Ils se lancent enfin en tant qu'indépendants et ils viennent de se mettre un boulet au pied pour des années. Moi, je trouve ça un peu révoltant. J'en parle souvent. Je trouve que j'avais pour but, du coup, en plus de faire un site design qui remplissait tous ces critères, de faire quelque chose que les avocats pourront prendre en main. Et pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez encore et que vous hésitez avec un prestataire, si la personne, vous assurez pas qu'elle vous donne les outils pour que vous puissiez utiliser, qu'elle vous donne les armes pour que vous puissiez utiliser justement cet outil, eh bien, fuyez quoi. Parce que vous allez l'utiliser tout le temps. Vous allez partager des contenus à l'intérieur. C'est vraiment un outil d'acquisition qui est extrêmement puissant. On en parlera sans doute après. Mais parle-en maintenant, on n'a plus 1000 ans. C'est simple en fait. C'est simple, ça dépend de la stratégie de votre cabinet. Mais quand on me demande est-ce que j'ai besoin d'un site internet, à part si vous voulez faire quelque chose de sérieux en fait, et que vous n'êtes pas un grand avocat. Alors on va se faire taper sur les doigts si on dit grand avocat, mais peu importe. Vous m'aurez compris. Que vous appelez pas Eric Dupond-Moretti. Exactement. Si vous appelez pas Eric Dupond-Moretti, que les gens ils vous envoient pas une clientèle hyper qualifiée tous les jours, et bien en fait, et que vous n'êtes pas débordé par cette demande de clients, mais en fait un site internet ça va forcément vous servir. Que ce soit pour faire de l'acquisition et donc mettre en place une communication qui soit globale, que vous partagez des contenus à l'intérieur de votre site, que vous renvoyez les personnes comme nous on l'a fait pour Anomia, parce que vous êtes une personne vous êtes un métier de confiance et donc envoyer simplement quelques posts LinkedIn de temps en temps, c'est pas une stratégie de communication globale. C'est lancer quelques petits appâts dans le lac et puis voir ce qui se passe. Mais si vous essayez de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'apporter du trafic, d'essayer de pérenniser un petit peu votre activité d'avocat, que vous avez une clientèle qui ne vous satisfait pas et que, par exemple, vous souhaitez améliorer un petit peu la qualité de cette clientèle, etc., et ben, il vous faut des outils sérieux, il faut que vous mettiez en place une communication qui soit globale et qui soit hyper pro. Et donc, un site internet, c'est souvent le socle où tout se passe et donc, c'est hyper important. Très clair. Moi, pour donner un exemple tout con, et souvent ce que je dis lorsque je suis en appel avec quelqu'un qui est intéressé par nos services, c'est qu'est-ce que vous faites vous quand vous entendez parler de quelqu'un aujourd'hui? La moitié des personnes, elles vont checker ce que vous faites sur Google, et si elles tombent sur quelque chose qui est immonde, il y a de fortes chances qu'on lui a recommandé 2-3 avocats et que c'est pas vous qu'elles choisissent. Et c'est dommage. Alors qu'en fait, c'est un petit investissement qui, quand on le lisse sur plusieurs années, c'est pas si important que ça. Sur une seule année. C'est par rapport à ce que ça peut apporter. C'est moi, je vais beaucoup dans le cabinet d'avocats. Toi, c'est encore un peu moins ton cas aujourd'hui, mais c'est moins cher que n'importe quel fauteuil ou n'importe quelle table de cabinet d'avocats. Quand je vois des tables qui viennent de chez Vitra ou d'équivalent, ça coûte moins cher qu'une table Vitra, moins cher qu'un fauteuil Vitra, moins cher que tout ça. Donc n'hésitez surtout pas. C'est clair. Et puis, petite anecdote que j'ai eu il n'y a pas si longtemps,
qui m'a fait sourire. Alors, je te donne un disclaimer, ça n'arrivera pas à tous mes clients, je l'imagine bien, mais j'ai une de mes clientes qui a créé son site internet, elle l'a lancé, elle l'a partagé sur LinkedIn. Derrière, donc déjà, elle a eu un premier client grâce à ça, de manière naturelle. Oh, super, votre site. Là, il a pris contact avec elle et derrière, il est devenu client. Et ensuite, deuxième chose qui s'est passée, j'ai repartagé ses contenus, son site internet. Quelqu'un est retombé dessus par hasard. X raison, je ne sais absolument pas, je ne sais même pas qui est cette personne de mon réseau, mais elle le sait pour le coup. Et est tombé dessus, a trouvé le fait que ce soit justement un site. Il cherchait depuis longtemps un avocat en droit des affaires pour l'accompagner sur des sujets assez pointilleux, donc un gros client. Et en fait, il est tombé sur son site, il était différent, l'image était intéressante, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir ailleurs. Il a pris contact avec elle et aujourd'hui, son site, il n'est pas rentabilisé, on n'en parle plus, quoi. Ça fait longtemps voilà, remboursé, c'est fini et j'espère que ça va continuer pour elle comme ça, quoi. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Louis, pour la suite? Eh bien, écoutez, des recrutements qualitatifs. On recherche un commercial actuellement pour m'accompagner sur ce volet-là. Moi, je suis un peu un geek, donc je me vends et je vends ma joie de vivre et mon envie de bien faire les choses, mais c'est pas mon grand fort et je pense que la plupart des gens qui m'ont au téléphone le voient. J'ai tendance à dire bon, on verra plus tard, dès que vous avez de l'argent, mais de toute manière, un jour, on travaillera ensemble, j'espère, etc. Et alors que je suis sûr que je peux les aider tout de suite maintenant, donc c'est un peu dommage. Et puis non, le fait que ça se passe bien, moi j'espère accompagner de plus en plus des gros cabinets, faire des projets top, c'est ce qui m'anime. On a de plus en plus d'avocats qui arrivent avec des projets de plus en plus intéressants, un petit peu tech, etc. Donc que ça continue comme ça. Et puis que ça se passe bien pour moi dans le reste de la vie de tous les jours, quoi. Très chouette. Louis, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie pour le partage de ton histoire, pour ton expérience et surtout pour ton projet, que moi je trouve fou. La preuve, c'est que je suis associé avec toi. Et j'espère que tu continueras à être heureux et à avoir de la joie de vivre comme ça. Toujours, moi. Merci. Ciao.